Je suis ravi de vous accueillir en grand nombre à cette conférence de prestige des matinées scientifiques d'Innovaction 2018. Cette conférence de prestige est une tradition que nous avons eu la chance de démarrer en 2010 avec Françoise Barré-Sinoussi, pour ceux qui s'en souviennent, et qui a vu défiler ici des orateurs de renommée mondiale depuis. Lee Hartwell, Ferid Morad, Jules Hoffman, Pierre Corvol, Bob Lefkowitz, Andrew Fire l'année dernière, qui chacun, y compris notre invité aujourd'hui, se sont très généreusement prêtés à des échanges scientifiques d'une grande richesse avec nous, avec notre communauté de chercheurs, nos étudiants et tout l'ensemble de la grande famille du CHUM, en nous rappelant, s'il en est besoin, la valeur de confronter leurs idées, nos connaissances, des découvertes pour une recherche d'avant-garde. Alors aujourd'hui, nous sommes très heureux, très honorés d'accueillir le professeur Axel Kahn. Juste un petit mot personnel pour vous dire comment j'ai rencontré le professeur Axel Kahn. C'était en 1995, j'étais jeune chercheur à l'INSERM, récemment revenu de postdoc. J'essayais de faire des transfections dans notre laboratoire, dans notre unité INSERM à l'Hôtel-Dieu à Paris, et on n'avait pas de luminomètre à l'époque. J'ai téléphoné au laboratoire dans les environs que je connaissais qui avait un luminomètre. Je pensais tomber sur un étudiant ou un membre du personnel pour savoir si je pouvais l'emprunter. Et c'était Axel Kahn au bout du fil. Je pense que j'ai balbutié pendant 2 minutes. J'étais extrêmement intimidé. Il m'a dit non, venez, il n'y a pas de problème. Donc j'ai fait quelques allers-retours entre l'Hôtel-Dieu et Cochin avec mes échantillons sous le bras. C'est comme ça que j'ai eu le grand honneur de vous rencontrer, Axel. Le professeur Kahn est docteur en médecine, docteur en sciences. Il a œuvré à de très nombreux postes de direction. Il a été directeur de l'Institut Cochin, donc de 2001 à 2007. Il a été président de l'Université Paris-Descartes. Il en est maintenant le président honoraire. Il est ou a été président de la commission recherche, la conférence des présidents de l'université. Il occupe actuellement de nombreuses responsabilités, présidences, mandats. Il est également docteur honoris causa de l'Université de Montréal, donc c'est un de nos collègues. Axel est un généticien de renommée mondiale qui a travaillé sur le contrôle des gènes, de l'expression des gènes, plusieurs domaines de la génétique, 500 articles originaux dans les plus grandes revues, Nature, Cell et autres. Il est par ailleurs connu du grand public et probablement de vous tous pour ses prises de position sur la thérapie génique, le clonage, les tests génétiques et bien d'autres, notamment en raison de son travail au sein du Comité consultatif national d'éthique en France pendant de nombreuses années, de 1992 à 2004. C'est quelqu'un qui est passionné de questions éthiques et philosophiques, qui poursuit des réflexions profondes sur les aspects moraux et sociaux de la médecine. Il s'intéresse aujourd'hui à la thématique de notre événement Innovaction, qui est l'intelligence artificielle. Le docteur Brunet, hier, nous rappelait le rôle majeur des centres hospitaliers universitaires dans le contexte de développement de l'intelligence artificielle et de l'introduction de ces méthodes dans la sphère médicale, et en particulier notre rôle de, je ne sais pas si on peut dire de protection, mais de faire attention aux humains. C'est exactement la thématique sur laquelle le professeur Kahn a réfléchi et dont il va nous entretenir aujourd'hui. Personne, je pense, ne pouvait être mieux placé pour nous parler de ce sujet d'importance. Donc, Axel, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation et c'est avec très grand plaisir que nous allons vous entendre maintenant. Merci beaucoup, cher Vincent Poitou, monsieur le président directeur général, très cher ami, mesdames et messieurs, chers collègues, puisque je suis docteur honoris causa de votre université. Tout d'abord, j'ai toutes les raisons de me réjouir d'être ici, malgré le temps un peu frisquet, car, logiquement, je n'aurais pas dû y être. Je vais vous dire que hier, à peu près à la même heure, mon arrivée ici à Montréal était très
très, très mal parti. Je vais commencer par cela. Ça n'est ni de l'intelligence artificielle, ni de l'intelligence humaine dont il s'agit, mais de l'imprévoyance humaine, mais aussi le goût pour une série bien connue, l'aventure, c'est l'aventure. Très ardent à vous rejoindre, j'arrive donc à l'aéroport Charles de Gaulle, dans le nord de Paris. Mon avion devait partir à 13h35 et je suis dans la satisfaction de vous rencontrer bientôt. Je m'approche de la douane, je mets la main dans ma veste pour prendre le passeport qui là y est, mais là il n'y était pas. Il était chez moi, à 43 km de là, dans le sud de Paris. Et l'avion partait 1h35 après. Il n'y a rien à faire. Je n'irai pas à Montréal. Mais si, peut-être y a-t-il quelque chose à faire. Alors, il y a à Paris, on ne voit pas l'équivalent à Montréal, il y a à Paris énormément de mototaxis. Des grosses motos qui conduisent avec plus de facilité que les voitures. Alors, je vais voir un mototaxi, en courant naturellement, un tout petit peu échevelé, et je lui mets un marché en main. Voilà, je vous donne une très bonne prime. Je n'ose pas vous dire le prix, parce que vous verrez le prix qui est le vôtre à mon cœur, dans mon cœur, si je vous le disais. Je vous donne une très bonne prime, vous avez 1h10 pour me conduire chez moi, me laisser prendre mon passeport et revenir. 85 ou 86 km, aller et retour, traverser tout Paris, les autoroutes qui vont vers Paris. Le type, d'abord la prime était intéressante, mais le défi le stimule. Et donc, me voilà, on arrime les bagages, et nous voilà partis. Alors, mesdames et messieurs, je ne vous dis rien. Sur l'autoroute, 140 km/h. Fil de gauche, fil de droite. Évidemment, queue de poisson, requeue de poisson. Le doigt sur le klaxon. Tut, tut. On file. On arrive à la bretelle qui rejoint le périphérique, le boulevard périphérique de Paris. Une vaste courbe descendante. J'ai mon oreille gauche qui traîne par terre. Heureusement, j'ai un casque effleuré. Sur le périphérique, c'est pire. Tout est embouteillé, c'est toujours embouteillé. Mais évidemment, il y a entre les voitures un petit interstice pour qui sait se faufiler. 100 km/h dans la circulation totalement bloquée. On arrive à Paris, l'essence interdit, il ne faut pas s'y fier. On prend l'essence interdit. Parfois, le trottoir est plus court. On prend le trottoir. Pendant ce temps-là, j'ai un peu perdu la foi, mais je me rappelle de mes jeunes années quelques prières qui me permettraient, pour le cas où cela se passerait pas si bien que cela, de recommander mon âme à Dieu. Mais je suis tout de même relativement fataliste. On arrive, je saute de la moto, j'ai toujours mon casque, ma vareuse, je monte chez moi, je prends mon passeport, on revient. Et exactement la même chose, je suis à Charles de Gaulle. À 13h10, j'entre dans l'avion. À 13h30, et on ferme les portes de l'avion à 13h35. Et mesdames et messieurs, je suis là, merci. Cela étant dit, soyons un tout petit peu plus intellectuels, un peu plus intelligents et plus réfléchis. Tout mon travail et ma pensée sur le domaine de l'éthique me l'a fait définir, assez classiquement, comme l'ensemble des réflexions sur la vie bonne, c'est-à-dire l'action correcte, ce qu'il convient de faire, associée à l'obligation de préciser les valeurs qui fondent cette action bonne. Le domaine de l'éthique est celui de l'incertitude, du dilemme. Ce sont les domaines qui n'ont pas été résolus
auparavant par la loi, par la jurisprudence, par la déontologie, le devoir propre à une catégorie professionnelle. Par exemple, qu'en est-il de la recherche sur l'embryon? On sait très bien quelle est la rationalité qui va indiquer que l'embryon est le début éventuel d'une vie humaine et qu'il ne peut être considéré comme une chose parfaitement banale, et puis l'autre qui indique que certes, l'embryon humain est un début éventuel d'une vie humaine, d'une personne humaine, mais que dans au moins 2 cas sur 3, dans les conditions normales, jamais il ne devient un bébé, et que, par conséquent, ce que l'on fait des 2 sur 3 des embryons que ne deviendront jamais un bébé ne remet pas en cause le respect que l'on a pour ce début de personne humaine, et là, on aboutit à 2 conceptions différentes. Pareil pour la fin de vie, etc. Et donc, la démarche éthique consiste, face à ce dilemme, l'un et l'autre des moyens de le surmonter repose sur une rationalité. Il faut faire un choix et préciser les valeurs au nom desquelles on fait ce choix. Dans un autre domaine de ma réflexion, qui est le domaine de la philosophie morale, je suis partisan de ce qu'il existe une base de la pensée morale, de la définition du bien et du mal, qui est indépendant des cultures, des périodes de l'histoire. Et je n'ai pas le temps de parler de cela, mais l'exemple que je donne pour arriver à illustrer mon propos est celui du premier récit que l'on connaît, écrit, qui est le récit de Gilgamesh. Il date d'environ 4500 ans à 5000 ans, au tout début de l'écriture. Je ne vous le résume pas. Quoi qu'il en soit, quand on lit ce récit extraordinaire, à bien des égards, on n'a aucune difficulté à comprendre quelles sont les valeurs morales de tous ces personnages qui vivent dans une civilisation à des années-lumière de la nôtre, à des années-lumière. Et donc l'idée selon laquelle les valeurs morales seraient totalement contingentes et dépendantes d'une culture particulière me semble résolument fausse. La raison principale pour laquelle il en est ainsi est que, ça vous le savez en biologie, pour arriver à développer les capacités mentales dont nous avons quelques raisons d'être très fiers, il faut 2 raisons minimales. La première condition, c'est évidemment d'avoir un génome humain, mais ça ne suffit pas, les exemples des enfants sauvages en témoignent. Il faut également que ces personnes disposant d'un génome humain s'humanisent les unes les autres au contact les unes des autres. Sans cela, il n'y a pas de développement de ces capacités mentales. Il en existe de nombreux témoignages. Mais si chacun d'entre nous n'est ce qu'il est que grâce à l'autre, à qui il rend l'appareil, il s'ensuit qu'on est conduit à penser l'importance de l'autre, sans lequel on ne serait pas nous-mêmes. Et cela induit un principe fondamental qui est celui de la réciprocité. Ce principe est universel parce que s'il n'avait pas existé, tout simplement, l'humanité n'aurait pas émergé. L'humanité, disposant des atouts dont nous parlons, n'aurait pas émergé. Cette réciprocité permet très simplement de retrouver les éléments fondamentaux de la pensée éthique, les critères de la pensée éthique. Grâce à l'autre, j'ai la capacité mentale à penser ma liberté, mon autonomie. Je me dois de respecter la sienne, principe d'autonomie. Si je suis en danger, j'aimerais que l'autre m'aidât, il me faut lui rendre l'appareil, principe de bienveillance. Et à l'inverse, je n'aimerais point que l'autre me fît du mal et je ne lui en ferais pas, principe de non-malveillance. Et enfin, quelle serait la réalité de la réciprocité si l'autre avait tout et moi rien, si j'avais tout et l'autre rien, principe de justice. Ces 4 principes extrêmement traditionnels de la pensée éthique relèvent d'un principe de réciprocité qui est proprement ontologique. S'il n'y avait pas eu, fixé par les processus de l'évolution, cette capacité à penser la réciprocité, tout simplement l'humanité n'aurait pas émergé. Je parle de processus évolutif, bien évidemment. Chacun sait que
l'intelligence humaine, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, vous voyez ce à quoi je fais allusion, est un élément sélectif positif, avantageux pour la sélection naturelle. Mais comme cette intelligence et capacité ne se développent que dans l'interaction avec autrui, ça veut dire que l'évolution a dû en même temps sélectionner ce qui nous permet d'interagir positivement avec autrui. C'est la condition absolument sine qua non. Et c'est là qu'intervient le questionnement sur la nouvelle mouture, la nouvelle dimension des choses. C'est le thème de vos 3 jours, mais tout le monde le sait. La pratique de la médecine sera totalement différente, et commence de l'être, de ce qu'elle a été jusqu'à présent. En ce que de très nombreuses tâches de l'activité médicale, dans tous les domaines, seront effectuées par des dispositifs dotés de systèmes numériques et éventuellement à terme d'intelligence, de vraie intelligence artificielle. Or, dans la pensée de l'éthique médicale, la pensée de l'éthique médicale est très liée à cette notion de réciprocité. Le médecin, et c'est le grand mouvement qui s'est fait contre le paternalisme médical, c'est que son malade n'est pas simplement un corps mal portant, mais est un être profondément à égalité de droits et de devoirs, non pas de situation, mais de droits et de devoirs avec lui. Quelle sera la réciprocité avec un médecin où la part de l'humain sera de toute façon différente et inférieure? Voilà comment le grand problème se pose. Quelle sera la part de l'humain? Quel sera le travail, la spécificité du médecin humain dans la médecine de demain? J'ai vécu jeune, avant même que l'intelligence artificielle à proprement parler n'existât, j'ai vécu jeune 2 épisodes qui m'ont fait prendre conscience de sa puissance brute d'une part et de sa désirabilité d'autre part. Quand j'avais 28-30 ans, j'étais jeune généticien moléculaire et mon activité consistait à cloner des gènes responsables de maladies diverses. De ce temps-là, on ne savait pas trop combien il y avait de gènes, on croyait qu'il y en avait plus qu'il n'y en a réellement, mais il y en a un certain nombre. Et on se doutait bien que pour arriver à trouver le gène d'intérêt, il n'était pas question de se mettre à examiner tous les gènes les uns après les autres, et puis toutes les portions non codantes intergéniques, et qu'il fallait une tactique, une astuce, une stratégie. Et donc les chercheurs les plus subtils, les plus intelligents, qui proposaient un plan permettant d'isoler cette aiguille dans la meule de foin, étaient les vainqueurs. Et la subtilité intellectuelle du bon chercheur était mise en valeur. Mais je l'ai vu perdre tout intérêt. Assez rapidement, la machine a été largement assez efficace pour trier brin de foin par brin de foin et trouver le gène bien plus vite que le plus brillant et le plus intelligent des chercheurs n'est capable de le faire. Cela m'a fait prendre conscience de la réalité de cette, comme on le prétend parfois, 4e grande blessure narcissique. Vous vous rappelez la première blessure narcissique de l'homme, c'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'était pas au centre de l'univers, héliocentrisme et non pas géocentrisme. La deuxième, c'est lorsque Darwin lui a indiqué qu'il était un produit de l'évolution comme justement l'herbe d'où est issue la paille, dont est issu le foin, et non pas
la créature privilégiée à l'image de Dieu, comme il le pensait auparavant. La troisième, avec la psychanalyse et Freud, c'est lorsqu'il s'est rendu compte qu'en réalité, il n'était même pas totalement aux commandes de lui-même et qu'il était agi autant qu'il agissait. Et ne voilà-t-il pas maintenant que la bête machine me dépasse, moi, l'humain subtilement intelligent? Blessure narcissique considérable. Mais néanmoins, je me suis rendu compte qu'il me fallait arriver à avaler cette quatrième blessure comme on avait fini par avaler les trois précédentes, car j'ai bien vu l'avantage. La réciprocité fait qu'une des règles éthiques fondamentales du médecin, c'est de bien soigner. C'est bête ce que je dis. Mais la bienveillance, le principe de bienveillance et même d'autonomie exige de rendre au malade son autonomie, et on est plus autonome en bonne santé que quand on est malade, de lui faire du bien, donc essayer de le soigner, avec justice, principe de justice, et en menant la recherche pour améliorer les méthodes, sans lui faire de mal. Or, il m'est arrivé, quand j'étais interne en hématologie, de recevoir un malade. J'ai honte de ce que je vais dire. Vous allez m'accabler sous votre opprobre. Des rires ironiques, je les vois poindre déjà. Je reçois ce brave homme de la région française d'Amiens, à environ 200 km de Paris, un Picard. Il est tout pâle. Il a les ongles qui sont un peu anormaux. Il a le cheveu fin. Il a un purpura pétéchial disséminé et il a des gencives enflées, une gingivite hypertrophique. Alors chacun d'entre vous a immédiatement fait le diagnostic, évidemment. Ben moi, je vais vous dire, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait. Pendant une semaine, j'ai éliminé une anémie ferriprive, j'ai éliminé une hémopathie, j'ai éliminé une vascularite, j'ai éliminé tout plein de choses, avant que quelqu'un que j'avais demandé en consultation me regarde d'un air absolument ironique et condescendant. Mais mon jeune ami, il a le scorbut. C'était un tableau absolument typique de scorbut. Que voulez-vous? Je ne cherche pas par cela à m'en excuser, mais je n'avais de ma vie jamais vu de scorbut. Jamais. Et donc, je suis passé à côté d'un tableau totalement évident de scorbut. Aucune machine, même à l'époque, aucune machine à qui l'on aurait présenté les symptômes aurait fait une erreur aussi grossière. Aucune. Et je me suis rendu compte que si un des éléments fondamentaux de l'éthique médicale était de donner à son malade toutes ses chances, eh bien, tout ce qui permettait de donner toutes ses chances au malade, y compris si cela passait par cette vexation considérable narcissique dont j'ai parlé, était préférable. Et c'est à ce stade que je vais aborder maintenant la manière dont je vais considérer ce qui se met en place, ce qui pourrait advenir, et que je terminerai par poser la question: mais alors, quelle sera la place du médecin humain dans tout cela? Et aussi, c'est fondamental, comment faudra-t-il former les étudiants en médecine demain? Parce que bien évidemment, si leur métier est appelé à changer du tout au tout, il n'est certainement pas question de les préparer, de les former de la même manière qu'auparavant. Ce que l'on appelle intelligence artificielle est très abusif en réalité. La vraie intelligence artificielle, telle que l'ont conçue ces deux jeunes mathématiciens qui ont été à l'origine de la conférence de Dartmouth en 1956,
John McCarthy et Marvin Minsky, aidés par les deux seniors, Nathaniel Rochester et Claude Shannon, était une machine qui arriverait à développer une pensée conceptuelle un peu proche de la nôtre, et donc qui non seulement, car c'est un élément de l'intelligence, aurait de la mémoire, mais aussi plus s'en servirait pour proposer des agencements profondément originaux, tels que la pensée conceptuelle peut le faire. En réalité, cette prévision, écrite noir sur blanc en 1956, ne s'est pas réalisée pendant très longtemps, jusqu'en 2012 environ. Jusqu'en 2012, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, c'est les big data, plus la rapidité opérationnelle, plus la connexion, les réseaux connectant toutes ces banques de données, les utilisateurs à travers le monde entier. Mais d'ores et déjà, les gens ne s'en sont pas rendus compte, d'ores et déjà cet ensemble a commencé de révolutionner nos sociétés et la médecine. Nos sociétés parce que, alors même que la capacité intellectuelle est très faible, c'est alors que les premières machines, parce qu'elles ont beaucoup de mémoire et qu'elles travaillent très vite, ont commencé à battre dans des jeux considérés comme étant des jeux d'intelligence les humains, d'abord aux échecs, plus récemment et par un autre principe aux jeux de Go. C'est également le moment où, et ça c'est totalement bouleversant, on en a vu remettre en question, sans qu'on en prenne conscience, ce qui faisait la base de la conception de l'engagement pédagogique universitaire dans une société. J'ai été président d'université, toute ma vie j'ai essayé d'enseigner des jeunes. Ce que j'essayais de transmettre aux jeunes, c'était des connaissances et des compétences. Et lorsque ces jeunes avaient été bien éduqués, qu'ils devenaient des experts absolument extraordinaires, eh bien parfois on faisait appel à eux pour rédiger un article dans les grandes encyclopédies, Encyclopædia Britannica, Encyclopédie Universalis, etc., etc. Dès les années, fin des années 80, début des années 90, on s'est rendu compte qu'en réalité, si grâce uniquement au big data et à la connexion, plus à l'utilisation de plateformes, on pouvait grouper la quantité infinitésimale de connaissances et de compétences présentes chez des milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes, alors on aurait plus que chez le meilleur des experts. Et c'est la naissance de Wikipédia, c'est la fin des grandes encyclopédies. Et ça, personne n'a moufté. Ça s'est passé absolument comme cela. Un des domaines où se réalisent la compétence et la connaissance sont les métiers. De la même manière, le métier, c'est pas encore... c'est peut-être le cas de mes mototaxis. Le métier de chauffeur de véhicules est transformé avec Blablacar, d'hôtelier transformé avec Airbnb, etc., etc. C'est-à-dire, tout a commencé d'être modifié. Et puis, presque surtout, est né, et son intérêt est considérable en médecine, ce qu'on appelle l'analyse prospective. L'analyse prospective, c'est ce qui permet, à partir du moment où l'on arrive à recueillir des données considérables sur la manière dont vivent, dont agissent durant une période suffisante les femmes et les hommes, alors on sait la manière dont ils agiront. Déjà, quand j'étais président d'université, je savais que je ne pouvais plus former des sociologues, des psychologues, pour faire exclusivement des enquêtes auprès des consommateurs pour savoir quels étaient les arguments au service des marques qui allaient entraîner le passage à l'acte de l'acheteur. Ce sont des machines qui font cela. Par exemple, dans le domaine de la grossesse,
comme il n'y a plus guère, j'y viendrai tout à l'heure, de vie privée, on prend 3 ou 4 000 femmes qui ont un test positif de grossesse. Durant 7 mois, on les suit avec Gmail, Google Earth, la totalité des Google Chrome, la totalité des moteurs de recherche, etc., etc., les téléphones, et puis on fait des algorithmes à partir des masses de données, et quand on les applique aux femmes qui même ne savent pas quel est leur statut par rapport à la grossesse, on détecte 95 à 97% des femmes enceintes. Alors, il ne faut pas s'en désoler trop. L'on pourrait dire, si on ne voulait pas réfléchir, mais c'est épouvantable. Où est la liberté? Puisqu'en réalité, les machines, et donc ceux qui les utilisent, savent, avant qu'on ait décidé, nous, ce que l'on va faire. Mais il ne faut pas s'en étonner, parce que, entre vous et moi, nous savons bien que nous passons notre vie à faire toujours les mêmes choses. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait d'original depuis la semaine dernière? Oh, vous n'avez pas fait grand-chose d'original. Là, on va voir tout à l'heure, hein. Mais on n'a pas fait grand-chose d'original. Et par conséquent, qu'en fonction de ce que vous avez fait, ben, on sait à peu près ce que vous allez faire, c'est évident. Et la bonne nouvelle, c'est que dans 2 à 5% des cas, alors on reste original. Ben, je vais vous dire, chercheurs, professeurs, enseignants-chercheurs du CHUM, si vous êtes originaux dans 2 à 5% des cas, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, comme j'aurai quelques mots à prononcer cet après-midi ou demain, je n'en sais rien à ce propos, après vous avoir écouté, je vous dirai ce que j'en pense. Tout ça avant vraiment l'intelligence artificielle à proprement parler. Cette analyse prospective a commencé d'être utilisée de manière extrêmement passionnante pour ce qui est des enquêtes et du suivi du génie épidémique. Il est de notoriété publique que avoir de la fièvre, être mal foutu, commencer à être malade, change les comportements. Et donc, à côté du suivi du développement d'une épidémie, le suivi des comportements de la population en général est extrêmement prédictif de l'évolution de l'épidémie en question. Extraordinairement prédictif et commence d'ailleurs à être en ce domaine massivement utilisé. En fonction de tout cela, et n'était-ce les restrictions et les problèmes budgétaires posant la question de la justice, on pourrait imaginer la consultation médicale de demain un peu de la manière suivante. Le malade arrive et il commence par répondre à un questionnaire en ligne, l'anamnèse classique. Ensuite, il passe dans un dispositif d'imagerie ultrasonore, d'ultrasons, échographie corps entier, avec les dispositifs modernes, vous le savez, qui permettent, par l'intermédiaire des ultrasons, de tester l'élasticité des organes. Donc, ça vaut également l'imagerie et la palpation. Un dispositif optique prend également et analyse l'image réellement de la peau, des muqueuses, comme ça se fait déjà. Un mini prélèvement de sang part pour des analyses informatisées et au sortir de cette machine, on a rapidement un listing qui indique quelles sont les probabilités, éventuellement quel examen complémentaire à faire en fonction de ce qui a été observé, quels sont les meilleurs traitements suivant les cas, etc., etc. Et on sait très bien, comme mon malheureux exemple du scorbut le démontre, qu'aucun humain ne pourra rivaliser avec cela. Aucun médecin humain ne pourra rivaliser avec un système de cet ordre. Et je n'ai pas encore parlé de ce qui s'annonce, c'est-à-dire que ces bêtes machines qui travaillaient avant tout par l'énormité des données emmagasinées, la rapidité avec laquelle elles étaient prospectées par les algorithmes idoines
associé à la communication généralisée, commence véritablement à être intelligente, je l'ai dit, suivant la vision de Shannon et Minsky. Montréal est très bien placé en ce domaine du deep learning, de l'apprentissage profond, c'est-à-dire, enfin, comme ça a été prévu en 1956 d'ailleurs, ces systèmes qui miment véritablement des circuits neuronaux remplacés par des circuits de composants informatiques, traitant le signal, traitant l'information en couches successives, comme notre cerveau traite le signal en couches successives. Les résultats, c'est la reconnaissance d'images, le deep learning, c'est la machine qui ne connaît rien de la stratégie de jeu de Go, mais qui joue contre elle-même et qui finit par battre le meilleur joueur de Go du monde, plus grand maître, plus personne ne peut battre une machine qui simplement s'est formée elle-même en jouant de manière itérative contre elle-même, sans qu'on ait introduit aucune stratégie humaine. Et pourtant, l'intelligence de ces machines est encore incroyablement faible. Cela va se développer énormément. Et encore, je n'ai pas parlé du tout de l'autre apport, qui est l'informatique, qui est l'intelligence artificielle quantique. L'intelligence artificielle, le numérique, est basé sur uniquement l'utilisation des deux lettres, des deux signaux 0 ou 1. En intelligence, en informatique quantique, outre 0 et 1, il y aura tous les intermédiaires entre 0 et 1, permettant d'envisager de traiter simultanément une grande diversité de questions dans la complexité qui caractérise très souvent les problèmes biologiques et les problèmes médicaux. Alors, il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter. Le problème, évidemment, de la mécanique quantique est que les systèmes quantiques deviennent décohérents, perdent leurs propriétés quantiques dès qu'elles sont observées. Et donc, aujourd'hui, dans un ordinateur quantique, on donne une tâche, on lit le résultat, et entre les deux, on ne peut strictement rien faire, ce qui, par rapport à l'informatique classique, pose encore un problème. Il n'empêche que tout cela commence vraiment d'être maîtrisé, et alors la capacité de mémoire, la vitesse d'opération, la simultanéité des tâches sera, on ne sait pas combien, sera multipliée de manière énorme. Les bits classiques s'appellent des qubits quand on parle d'informatique quantique, et un calcul a été fait qu'avec un ordinateur quantique de 300 qubits, on n'en a pas encore, on en est à 50 ou 70, alors il y aurait plus de possibilités de données qui pourraient être traitées qu'il n'existe d'atomes dans l'univers. Donc, évidemment, c'est totalement vertigineux. C'est totalement vertigineux. Alors là, j'aborde la dernière question. Le monde que je viens de vous décrire est véritablement celui qui va advenir. Je n'ai pas fait de pari. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait de pari. Je vous ai dit, je ne sais pas quand l'ordinateur quantique arrivera, je ne le sais pas, mais sans doute il arrivera, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Je vous ai dit, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est encore peu intelligente, mais elle est totalement balbutiante, on est aux premières années, elle le sera de plus en plus. On peut envisager qu'un ordinateur prenne conscience de lui-même, il n'y a aucune difficulté à l'envisager. La conscience de moi-même, c'est la conscience que ce que j'ai fait quand j'étais petit enfant, c'est une période de la vie d'Axel Kahn. Mes amours, quand j'avais 20 ans, c'est une période de la vie d'Axel Kahn, et à 40 ans aussi. Mes fonctions de président d'université aussi. Et mon aventure de motocycliste légèrement pressé dans la région parisienne d'hier, c'est toujours moi. Unicité d'un être. Vous voyez bien que c'est extrêmement facile de conférer cela à un ordinateur. Marquer les informations de telle sorte qu'il fasse la différence entre ce qu'il a réalisé lui-même, ce que l'on a transvasé. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais on peut imaginer également des systèmes tels que naissent l'ébauche
d'une pensée morale, en tout cas d'intérêt donné à l'autre machine avec des ordinateurs. Je n'ai pas le temps d'en parler non plus, mais c'est absolument passionnant. Dans des domaines particuliers, la machine se met à fabriquer avec une très grande efficacité et rapidité, en tout cas des œuvres d'art qui plaisent. Simplement un mot pour dire que c'est évident. Une machine est capable d'engendrer des réarrangements de couleurs, d'objets, de formes, à une rapidité incroyable. Des algorithmes, un programme, lui permettant de connaître ce que sont les goûts des consommateurs, permettent, à mesure que sont engendrées de manière aléatoire ces formes, de sélectionner celles qui correspondent au goût des consommateurs. Éventuellement ensuite de les faire évoluer un tout petit peu. Ces machines existent. Une œuvre récemment, il y a 2 semaines, a été vendue 400 000 $, fabriquée par un ordinateur. On a programmé des ordinateurs pour faire des Rembrandt, puis ensuite, on a programmé une évolution par rapport à Rembrandt. Et donc, ils ont fait des tableaux de l'école de Rembrandt. Donc, honnêtement, on ne sait pas jusqu'où ça ira. Ça ira extraordinairement loin. Et l'homme dans tout ça? Évidemment, on est obligé, on ne peut pas ne pas se poser la question. L'histoire du rapport de l'homme avec l'ordinateur est un épisode très particulier de la longue évolution de l'histoire de l'homme et de l'outil. Il n'y a pas d'humanité sans outils, puisqu'on considère que le premier humain, c'est Homo habilis. Les outils se sont, au fil des millions d'années, considérablement développés jusqu'au temps moderne, mais ma foi, lorsque l'homme se trouve avec des machines volantes, des véhicules qui vont à une vitesse qu'il ne peut atteindre naturellement seul, lorsqu'il fabrique tel ou tel objet des dizaines de milliers de fois plus rapidement qu'il pourrait le faire lui-même, l'homme est admiratif de ce qu'il a réussi à faire et il ne se sent pas menacé dans son humanité. Mais avec les machines à penser, c'est différent. Quand la machine à penser donne l'impression que peut-être elle peut penser mieux que nous, c'est vraiment la question de l'humanité qui est posée. Pour quelles raisons, sans connaissance précise de la limite que peut atteindre l'intelligence artificielle, la certitude qu'elle se développera vers des possibilités absolument fascinantes, pour quelles raisons restera-t-elle néanmoins artificielle et donc non humaine? Quelle est l'intelligence humaine? Et cela est vrai de moi quand je vous parle et que je vous regarde, par exemple. C'est vrai de n'importe qui. En permanence, ce mécanisme de développement des capacités mentales supérieures par notre cerveau envoie en fonction de ce qui est engendré des efférences au reste du corps, je dis le reste du corps parce qu'évidemment le cerveau appartient au corps et cerveau et reste du corps obéissent aux mêmes lois qui sont les lois physiologiques que vous contribuez à étudier. Et à l'inverse, le corps, lorsqu'il est stimulé, caressé, lorsqu'il a des manifestations, une rougeur, une sudation, une tumescence des organes sexuels, que sais-je, influence assez considérablement la raison. Il n'y a pas de raison humaine qui soit déconnectée des sentiments humains. La notion selon laquelle il y aurait des raisons sans passion est peut-être valable pour la machine, mais ne peut être valable pour l'humain. Or, de ce point de vue-là, aujourd'hui, en tout cas, et sans doute pour très longtemps, la grande caractéristique de la machine, c'est qu'elle n'a pas de corps. Voyez-vous. Et trop peu de personnes ont réfléchi sur l'implication de cette évidence. C'est que la machine n'a pas de corps. Picasso, l'un de nos très grands peintres, si vous allez à Paris, d'ailleurs, il y a une exposition au musée d'Orsay qui est Picasso, les périodes bleues et roses, qui est prodigieuse, absolument prodigieuse. Une des plus belles expositions que j'ai vues ces décennies-là, disait
l'art est sexué ou alors ça n'est pas de l'art. La machine est désespérément chaste. Désespérément. Comme je dis souvent, c'est très facile d'avoir des dispositifs qui nous aident à jouir, mais essayez donc de faire jouir une machine. S'il est vrai qu'il y a ici, à l'interface entre la sensibilité et l'intelligence proprement humaine, un peu une spécificité, alors, encore pour un temps dont je ne peux préciser la durée, c'est aussi un créneau. Et puis, dans la médecine, on sait très bien que les éléments, les critères de l'efficacité médicale reposent sur deux axes. Les deux sont importants, je ne vais pas les quantifier l'un par rapport à l'autre, mais les deux sont très importants. Le premier, je l'ai dit, c'est de ne pas être aussi mauvais qu'Axel Kahn interne, incapable de reconnaître un scorbut. C'est-à-dire, c'est l'efficacité du diagnostic, du pronostic, du traitement. Ça, c'est très, très, très important. Mais de plus en plus, ce sont les machines qui le feront. Et le deuxième élément, c'est le contact du médecin et du malade. Alors, Madame Bergeron, comment ça va? Et on tapote un peu la joue, peut-être. Et alors, les petits derniers, comment allez... Oh, je trouve que vous allez plutôt mieux. Il y a comme un éclat dans votre regard. Les mains s'effleurent. Les yeux qui brillent se croisent. Un sourire encourageant sur la face du médecin. Un optimisme qui est induit chez le malade. Moi, j'appelle ça la câlinothérapie. Mon fils, qui est médecin interniste et chef de service à Paris, appelle ça la bisouthérapie. Enfin, peu importe, on sait très bien qu'à côté de l'acte médical à proprement parler, la câlino-bisouthérapie, c'est une partie extraordinairement importante de la médecine. Or, pour cela, je ne vais pas dire qu'elle est incapable de le faire, mais honnêtement, la machine ne fait pas encore le poids. Elle ne fait pas encore le poids. Et puis même, dans le dispositif imaginaire, mais pas tellement loin de la réalité que je vous ai proposé, de ce dispositif dans lequel tout malade entre pour se faire prendre une image, une analyse des photos du corps, les bruits, l'auscultation également informatisée, etc., etc. Avant, il y a un interrogatoire. Or, il faut aider le malade à répondre en ligne. On sait très bien que, en fonction de sa sensibilité, en fonction de ses frustrations, en fonction de ses réticences, de ses frayeurs, il faut aider ces personnes à répondre. Là, il y a besoin d'un humain. Et puis, une fois que la machine a donné son diagnostic, le malade, il n'y comprend rien du tout. Et donc, comme il n'y comprend rien du tout, il est loin d'être prêt à observer les prescriptions qu'on va lui faire, à se prêter à ce qu'on va lui dire. Compréhension, confiance, observance. Là, il y a aussi absolument besoin d'un humain, absolument. Et puis la machine, elle peut déconner, elle peut dérailler. Et il est relativement bon de savoir à peu près quel est le principe de fonctionnement de cette machine. Si bien que demain, il y aura besoin toujours de médecins humains, mais avec une formation qui sera très différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Cela veut dire que demain, les disciplines qui ont trait au relationnel, qui ont trait aux sciences humaines et sociales, ne devront plus être les parents pauvres. Ne devront plus être les parents pauvres. Car ça sera une partie immense de l'intervention humaine en médecine. Immense. Le deuxième élément, c'est que la compréhension par les médecins de la logique de la machine qui réalisera une grande partie, et ce sera vrai aussi en chirurgie, qui réalisera une grande partie des opérations, devrait être considérablement développée. En revanche, il y a énormément de compétences que l'on apprend aujourd'hui aux médecins qu'il n'aura plus jamais à réaliser, car c'est simplement pas lui qui les réalisera. Donc, il est sûrement extraordinairement urgent, voyez-vous, de repenser totalement la formation des futurs médecins.
il n'est que temps de commencer à imaginer la formation des futurs médecins. Autrement, on formera des femmes et des hommes à des métiers, à des tâches qu'ils n'exerceront pas et qu'ils exerceront en réalité de moins en moins. Et puis un autre facteur d'optimisme. Je vous ai parlé de cette affirmation de Picasso pour ce qui est de la réalisation artistique, laissant la possibilité que certaines des œuvres, des formes d'expression de la créativité sont spécifiques au mode de fonctionnement de l'intelligence humaine, qui, même si elle doit être un jour surpassée par l'intelligence de la machine, elle sera toujours dans cette connexion, cette résonance avec une sensibilité, avec des émotions. Peut-être est-ce là, ce n'est pas une certitude, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais c'est une possibilité. Peut-être est-ce là que réside la vraie créativité, ce que j'appelle la fulgurance créatrice. Celle que le président directeur général et le directeur du centre de recherche du CHUM espèrent voir éclore chez chacun d'entre vous. Mais alors, mes chers consoeurs, mes chers confrères, chers collègues, si après tout, dans ce monde où les dispositifs avec intelligence artificielle se seront déployés en splendeur, il reste à l'humain le champ de l'intérêt pour autrui, de la compréhension d'autrui, des rapports de corps à corps, de l'affectif, de l'amour et aussi de la fulgurance créatrice, alors le pire n'est pas certain. Bonne chance. Merci.